Bonjour à toutes et à toutes et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire dédié à la certification professionnelle, donc et aux réponses à la question comment rendre son offre de formation certifiante. Donc en attendant les dernières connexions, nous allons commencer par nous présenter. Je suis Isabelle Desmarais, chargée de mission au C2RP, le Carrefour Hauts-de-France, en charge notamment de la professionnalisation. Donc, et j'ai le plaisir d'être aujourd'hui accompagnée donc de Céline Desormeaux. Bonjour Céline. Bonjour Isabelle, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Céline Desormeaux, chargée de mission au C2RP et en charge notamment de l'information, de toute l'information des professionnels. Donc voilà, bienvenue. Isabelle, je te laisse la parole. Oui, donc l'objectif de cette première rencontre est de faire un point sur ce que sont les certifications professionnelles et leurs éléments constitutifs et sur comment rendre une offre de formation certifiante. Un second webinaire sera organisé prochainement afin de vous permettre d'échanger directement avec des organismes ayant réalisé une certification. Nous allons passer donc une petite heure ensemble. Le support de présentation est téléchargeable en haut de votre écran à droite. Je vous propose de commencer par une brève présentation du C2RP pour celles et ceux qui nous connaissent peu ou pas encore. Céline, je te laisse la parole pour nous présenter en quelques mots le Carrefour Hauts-de-France. Oui, merci Isabelle. Le Carrefour Hauts-de-France, C2RP, nous sommes donc un groupement d'intérêt public financé et présidé alternativement par l'État et la région. Nous sommes administrés avec les partenaires sociaux et membres du CREFOP et du réseau des Carrefour F. Le réseau des Carrefour F, puisque chaque région en France a un Carrefour F, et donc nous faisons partie du réseau national. Nous avons donc 4 grandes missions. La mission d'observation, donc assurer une observation sur le lien emploi-formation et un appui technique aux instances régionales. Une mission d'accompagnement. L'idée, c'est de mettre son expertise et ses ressources au service des acteurs de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Une mission d'information. Donc aujourd'hui, c'est bien cette mission que nous remplissons, avec la réponse aux besoins de la formation de tous ces professionnels sur des thématiques très larges, la formation, les certifications, les métiers, les dispositifs. Et puis une dernière mission de collecte, puisque nous collectons l'offre de formation professionnelle sur toutes les voies de formation, y compris l'apprentissage. Et nous sommes aussi un lieu de consolidation des systèmes d'information. Voilà, je pense que, je ne sais pas si Isabelle, tu as précisé qu'à droite, vous avez un onglet questions, si vous avez des questions. Voilà, je vais le préciser après. Voilà, je te laisse. D'accord, merci Céline. Alors pour ce webinaire, nous allons aborder les 6 points suivants. Donc dans un premier temps, nous définirons ce que sont les certifications professionnelles et qui peut les créer. Nous verrons ensuite quels sont les intérêts pour les organismes de créer une certification. Puis nous aborderons le cadre général de création ou d'association à une certification. On verra ensuite les process d'enregistrement et les documents incontournables pour réaliser le dossier de demande. Et enfin, on fera un point sur les dernières actualités et nous vous conseillerons quelques ressources pour vous accompagner dans l'obtention d'une certification. Donc, à la fin du webinaire, nous vous proposons de terminer par un temps de questions-réponses. Là, peut-être la slide suivante, Céline, puisque on le voit dessus. Donc, tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions en utilisant l'onglet questions, donc prévu à cet effet à droite de votre écran. Mais tout d'abord, donc en introduction, nous allons revenir rapidement sur la place des certifications dans le domaine de la formation professionnelle. En effet, Isabelle, je crois que la notion de certification n'est pas nouvelle dans le domaine de la formation professionnelle. Donc oui, Céline, on pourrait remonter après la Seconde Guerre mondiale pour retracer l'origine de la création et de l'organisation d'un mode commun de délivrance des diplômes professionnels, ceci par différentes lois, mais plus près de nous, la création et l'organisation des certifications ont été instaurées par 3 lois. Tout d'abord, c'est la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui
qui a consacré juridiquement la notion de certification. Cette notion était nécessaire puisque la loi organisait le dispositif de la VAE, la validation des acquis de l'expérience, et permettait notamment l'accessibilité à des certifications, ainsi que leur enregistrement dans le RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles préexistantes. Et donc, il a été également créé une commission nationale de la certification professionnelle, la CNCP, qui était chargée d'administrer le RNCP pour mettre en visibilité pour tous les acteurs l'offre nationale de certification. Et en mai 2004, un portail avait été créé qui permettait la consultation publique du RNCP. Et donc des certifications inscrites de droit, c'est-à-dire automatiquement ou sur demande après instruction d'un dossier. Alors la seconde loi, c'est la loi sur la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie sociale du 5 mai 2014, là qui a ajouté un second type de certification à celle du RNCP, et qui sont l'ensemble des certifications et habilitations qui correspondent plus à des compétences transversales. Elles étaient enregistrées dans un registre spécifique qui s'appelait l'inventaire, qui est également établi par la CNCP. Et enfin, c'est la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui va donc réformer en profondeur notre système des certifications. Là, il y a un double objectif, à la fois clarifier l'offre des certifications pour améliorer la qualité et permettre leur adéquation aux besoins de l'économie, et également apporter plus de souplesse dans la construction des parcours de formation. Donc, la loi a donc redéfini les certifications. Isabelle, comment peut-on donc définir aujourd'hui une certification professionnelle? Alors, Céline, aujourd'hui, donc la loi a redéfini les certifications comme une reconnaissance officielle de compétences qui sont décrites dans un référentiel. Donc, la certification atteste d'une maîtrise professionnelle à la suite d'un processus de vérification d'un ensemble de compétences par une autorité légitime et matérialisée par la remise d'une attestation qui est appelée parchemin. Donc, la certification, c'est une capacité à réaliser des activités de manière autonome dans un contexte professionnel pour exercer un métier ou exercer une activité. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que toute certification proposée à l'enregistrement devra démontrer son utilité, c'est-à-dire son adéquation avec les besoins du marché du travail et son impact en matière d'accès ou de retour à l'emploi. On verra plus loin comment ces preuves devront être apportées. Très bien, Isabelle, merci. Et quelles sont les formes que peuvent prendre les certifications et qui peut donc les créer? Donc, les certifications professionnelles peuvent prendre donc différentes formes. Ce sont l'ensemble des diplômes et titres à finalité professionnelle, des certifications de qualification professionnelle, donc les CQP, qui sont délivrées par des branches ou construits en interbranches, et des certifications et habilitations professionnelles. Donc aussi, les certifications peuvent être créées donc par les différents ministères au nom de l'État, par les branches professionnelles, les organismes de formation, les écoles et les universités, sans oublier les entreprises. Et l'organisme qui crée une certification donc, est appelé organisme certificateur. Et c'est lui qui définit les voies d'accès à sa certification. Il y a 4 voies d'accès possibles, donc la formation initiale, la formation continue, l'alternance et la VAE. Et enfin, la reconnaissance nationale d'une certification s'effectue via son enregistrement, donc comme on le verra dans une base spécifique, par l'organisme certificateur, donc soit au RNCP, soit au RS, donc le répertoire spécifique qui est l'ex-inventaire. Donc en résumé, donc c'est bien l'enregistrement d'une formation qui la rend certifiante, sachant que cet enregistrement est accordé pour une durée maximale de 5 ans. On verra les process d'enregistrement plus en détail tout à l'heure. Merci Isabelle. Avant d'aller plus loin, il serait intéressant de spécifier plus particulièrement le type d'information
que vous, participants, vous attendez sur ce webinaire. On va vous lancer un petit sondage. Sur la droite, vous avez un onglet sondage qui est là mis en ligne. Le sondage, la question, vous souhaitez une information sur la certification professionnelle afin de comprendre les certifications, créer une certification ou enregistrer un projet de création. Donc voilà, on vous laisse quelques instants pour y répondre. Ça nous permet à nous de comprendre où vous en êtes dans cette dynamique. Voilà, encore quelques instants. Je pense que tout le monde, tous ceux qui souhaitaient répondre l'ont fait. Encore un petit peu. Voilà, n'hésitez pas, dernière chance pour pouvoir participer au sondage. Nous allons donc encore quelques réponses. Voilà, donc on va clôturer le sondage. Donc vous êtes une majorité à 56% à souhaiter une information parce que vous souhaitez créer une certification, à 28% comprendre les certifications et à 17% enregistrer un projet de création. D'accord, merci Céline. Donc, on va insister sur la création d'une certification. Alors, excusez-moi. Voilà. Donc, point suivant, Isabelle, pourquoi créer une certification et à quoi cette certification sert-elle? Alors, la certification professionnelle donc, a une valeur juridique et administrative. Tu peux passer à la diapo suivante. Pour les individus et pour les entreprises, donc elle constitue un repère, donc matérialisé, comme on l'a dit, par un parchemin. Et parce que la certification, donc c'est à la fois le signalement d'une qualification, un indicateur de compétence et une capacité à occuper un emploi. C'est donc un critère d'employabilité. C'est pour cela que la loi a fait des certifications un de ses axes forts et a créé autour d'elle un nouveau système pour les rendre plus accessibles en renforçant leur qualité. En effet, mais pour les organismes de formation, quel est l'intérêt de créer une certification? Donc, il y a 3 grands intérêts majeurs pour créer une certification. Donc, le premier réside dans l'accès au financement des 4 dispositifs de formation que sont le compte personnel de formation, les contrats en alternance, c'est-à-dire le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, et le dispositif reconversion promotion par alternance, donc la PROA. L'enregistrement d'une certification au sein de l'un des 2 répertoires la rend éligible à ces 4 dispositifs. 5 même si on compte le CPF de transition professionnelle. Le second intérêt, c'est l'éventail varié des certifications professionnelles que peut financer le CPF. Pour rappel, le CPF peut être mobilisé individuellement par tout actif, donc salarié, agent public, travailleur indépendant, profession libérale. Et les listes des formations éligibles au CPF, comme vous le savez, donc, ont été complètement modifiées par la loi du 5 septembre. Depuis le 1er janvier 2019, les formations éligibles, outre certaines actions spécifiques, sont toutes les certifications enregistrées au RNCP, toutes celles enregistrées au RS et les attestations de validation de blocs de compétences des certifications du RNCP, d'où un éventail très large de domaines de formation. Enfin, le troisième grand intérêt, il provient du mode d'information du public au niveau du CPF. C'est donc l'utilisation par le biais du site internet dédié Mon compte formation ou par le biais de l'application mobile, donc permet aux organismes de bénéficier d'un important affichage et d'une grande visibilité de leur offre de formation.
Et cet affichage et cette communication nationale se réalisent en continu sur l'ensemble des certifications disponibles et donc sur les organismes qui les délivrent. Pour ce faire, les organismes doivent simplement intégrer leur offre sur une plateforme sécurisée qui s'appelle EDOF. En fait, c'est Espace des organismes de formation et qui est géré par la Caisse des dépôts et consignations. Merci Isabelle. Il y a donc un grand intérêt économique à rendre une offre certifiante. Y a-t-il différentes options à envisager avant de s'engager dans la création et rendre une offre certifiante? Donc oui, Céline, les organismes de formation qui s'interrogent sur l'opportunité de créer des actions certifiantes donc ont le choix entre 3 options. Donc, ils peuvent devenir soit organismes certificateurs, dont nous venons de parler, donc c'est-à-dire qu'ils vont devenir propriétaires de la certification qu'ils créent et donc déposer une demande d'enregistrement. Plusieurs organismes peuvent également s'associer pour créer une certification et devenir co-certificateurs. Ou alors, troisième possibilité, les organismes peuvent devenir organismes dispensateurs ou partenaires d'un organisme certificateur. Et dans ce cas-là, ils préparent une certification existante ou ils organisent des sessions d'évaluation. Et avec bien souvent une contrepartie financière. Et donc, pour cela, ils doivent se faire habiliter par l'organisme certificateur qui est propriétaire de la certification. Et il n'existe pas de procédure unique d'habilitation. Les organismes de formation intéressés doivent contacter l'organisme propriétaire pour connaître ses conditions d'habilitation. Le plus souvent, ces conditions sont fixées dans le cadre de conventions bilatérales, accompagnées soit d'un cahier des charges ou d'une procédure d'appel d'offres, ou encore elles peuvent être fixées réglementairement, notamment dans le cas des diplômes d'État. Donc, en résumé, un organisme peut donc créer, s'associer ou devenir partenaire d'une certification. Isabelle, quel est alors l'intérêt pour un organisme certificateur de s'associer ou de travailler avec des partenaires? Alors, dans les 2 cas, d'association ou de partenariat, le principal intérêt, c'est la constitution d'un réseau pour pouvoir déployer son offre dans les territoires ou même nationalement, ce qui est notamment le cas pour les certificateurs, les certifications des différents ministères ou des branches professionnelles. Mais c'est également un moyen pour un organisme certificateur de développer son offre certifiante et donc de pouvoir la dupliquer ou de la faire réaliser sur d'autres territoires que le sien. Bien entendu, il y a une contrepartie à ces associations ou partenariats, puisque les organismes certificateurs donc, ont l'obligation d'avoir un système de management de la qualité pour s'assurer de la pertinence des parcours de formation, de l'homogénéité des pratiques et de pouvoir identifier ou gérer éventuellement des dysfonctionnements. Ce système de contrôle doit être envisagé et organisé dès la création. C'est un des critères que doit remplir la certification. Et puis, pour rendre l'offre certifiante transparente et lisible pour le public, les organismes certificateurs ont une obligation de communiquer un certain nombre d'informations, notamment la liste de leurs co-certificateurs ou de leurs partenaires habilités. Et pour les aider à clarifier leurs responsabilités, donc un certain nombre de textes sont venus encadrer la qualité d'organisme certificateur, le fonctionnement en réseau, les modalités de contrôle. Et donc, nous verrons ensuite dans les documents incontournables ces textes. Merci Isabelle, mais plus concrètement, comment procède-t-on pour créer une certification professionnelle? Donc Céline, avant de venir concrètement sur le process, il faut rappeler qu'un des objectifs de la loi du 5 septembre est la refonte du système de construction et de régulation des certifications. Et donc pour cela, donc France Compétences, qui est l'instance nationale quadripartite, une de ses missions principales est de contribuer au suivi et à l'évaluation de la qualité des actions de formation dispensées. Donc, France Compétences a créé à cet effet une commission nationale de certification professionnelle, la CCP. Et la CCP donc, va effectuer ses missions au sein de 11 commissions professionnelles consultatives ministérielles
pour les diplômes et titres d'État et en son sein pour les autres diplômes et titres. Donc, comme vous le voyez sur le schéma, mis à part les diplômes et les titres délivrés au nom de l'État et les certifications et habilitations réglementaires qui sont enregistrées de droit, la Commission émet donc des avis de conformité sur l'ensemble des autres demandes d'enregistrement ou de répertoire. La CCP a également comme mission d'établir une liste des métiers en évolution afin de répondre le plus près possible aux besoins du marché du travail. Et donc, elle comporte également un comité scientifique qui est chargé de produire une liste de métiers émergents ou en forte évolution. Et les certifications qui correspondent à ces métiers font l'objet, comme on le verra tout à l'heure, d'une procédure simplifiée d'enregistrement au RNCP. Donc, la CCP, pour faciliter les enregistrements, a mis en place un certain nombre de procédures. Notamment, dès février 2019, elle a mis en œuvre une téléprocédure pour simplifier le dépôt des dossiers. Elle a également instauré une phase de recevabilité du dossier de demande pour une première instruction de conformité. Et elle a également, comme je le disais, publié une série de notes à destination des certificateurs pour les aider à élaborer leur projet. Et toutes ces notes sont intégrées dans la base documentaire du site de France Compétences. On les reverra en fin d'intervention. Alors, on va vous proposer un deuxième petit sondage. On peut peut-être vous demander si vous avez un projet d'enregistrement d'une certification dans l'un des deux répertoires. Donc, comme tout à l'heure, vous avez un petit onglet sondage, un petit sondage qui a été mis en ligne. La question, vous êtes intéressé par un enregistrement au RNCP, au répertoire spécifique, RS. Le choix est à déterminer ou vous n'avez pas pour l'instant d'intérêt d'un enregistrement. Voilà, on vous laisse le temps d'y répondre. Voilà, encore un petit peu, il y a 17 votes. Voilà, on arrive au bout. Donc c'est assez équilibré. Vous avez pour 35%, vous n'avez pas de projet pour l'instant. Pour 25%, vous avez un projet au répertoire national au RNCP, pardon. Pour 20% au répertoire spécifique et pour encore 20%, le choix est encore à déterminer. Voilà, je te laisse. Donc, nous allons à présent vous présenter les différences donc, entre les deux registres, puis les procédures d'enregistrement. Alors, donc, quelle est la différence entre les enregistrements RNCP et les enregistrements au répertoire spécifique, Isabelle? Donc, nous avons vu, Céline, que la reconnaissance nationale d'une certification s'effectue via un enregistrement dans l'un des deux répertoires. Et en fait, le choix du répertoire tient à l'objet de la certification. Les certifications enregistrées au RNCP portent sur le périmètre entier d'un métier, c'est-à-dire sur la maîtrise de l'ensemble des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice de ce métier. Alors que les certifications et habilitations du répertoire spécifique portent sur le périmètre d'une compétence unique ou d'un groupe de compétences homogènes, c'est-à-dire sur la maîtrise d'une compétence nécessaire à la réalisation d'une activité. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour le métier de soudeur, si vous allez sur le site de France Compétences que vous recherchez dans les bases, vous avez 5 certifications enregistrées au RNCP et 12 au registre spécifique. Dans les 5 du RNCP, vous allez retrouver le titre professionnel soudeur, le CQP, soudeur industriel, par exemple. Par contre, au RNCP, vous allez retrouver donc des certifications comme une qualification de soudeur sur cuivre, suivant la norme NF en ISO 9606-3, ou alors qualification de soudeur suivant la norme ATG B 540-9. Donc là, c'est une compétence spécifique pour la réalisation d'une activité particulière au métier. Donc c'est cette différence fondamentale qui doit mener au choix des registres d'enregistrement.
Ensuite, l'objet des certifications étant différent, la demande d'enregistrement est différente suivant les deux répertoires. Et la CCP a mis en place une téléprocédure propre à chacun. En t'écoutant, Isabelle, il me semble que l'enregistrement au RNCP est plus lourd que celui du répertoire spécifique. Alors en fait, Céline, ce n'est pas tant la procédure qui est plus lourde que l'importance de l'ingénierie pédagogique à mettre en œuvre en amont pour la création d'une certification enregistrée au RNCP. Et surtout, comme nous allons le voir, l'organisme doit démontrer que les candidats exercent bien le métier visé par la certification. Et cette preuve exige le suivi de l'insertion professionnelle de 2 promotions de candidats préalablement au dépôt de l'enregistrement, ce qui prend assurément un certain temps. Donc, il faut d'abord dire qu'il existe 3 types de certifications inscrites au RNCP. Donc, vous avez les diplômes et titres professionnels délivrés au nom de l'État, qui sont donc, comme nous l'avons vu, enregistrés de droit, mais après avis des commissions professionnelles consultatives ministérielles. Ensuite, nous avons les titres à finalité professionnelle délivrés par les organismes en leur nom propre et les CQP délivrés par les branches professionnelles. Ces 2 derniers, donc les titres et les CQP, demandent tous les 2 un avis favorable d'enregistrement de la CCP. Ici, nous n'allons parler que des titres à finalité professionnelle délivrés par les organismes. Et donc, la demande d'enregistrement d'une certification professionnelle au RNCP se fait donc via la téléprocédure et le dossier doit comporter notamment la classification de la certification suivant le nouveau cadre national de 2019 qui comporte 8 niveaux et 3 référentiels. Donc, d'abord, un référentiel d'activité qui décrit les situations de travail et les activités exercées. Et là, depuis le 1er janvier 2019, ces activités doivent être présentées en blocs de compétences. Alors, les blocs de compétences ont également été définis par la loi. Ce sont des ensembles homogènes et cohérents de compétences qui contribuent à l'exercice autonome d'une activité professionnelle, donc qui sont indépendants les uns des autres. Et ils peuvent chacun être évalués et validés indépendamment. Et cette définition et tout ce qu'elle recouvre est explicité dans une note de France Compétences dont vous aurez le lien tout à l'heure. Ensuite, un deuxième référentiel qui identifie les compétences et les connaissances nécessaires à l'activité et un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis. Pour ces 3 référentiels, là, je vous donne un exemple de présentation de l'architecture d'une certification professionnelle au RNCP. Donc, comme vous le voyez, les différentes activités des métiers doivent être découpées en blocs. Chaque bloc doit correspondre à un référentiel de compétences et chaque compétence doit être présentée avec ses modalités et ses critères d'évaluation. La certification ainsi découpée en blocs, elle va permettre le passage donc des blocs indépendamment les uns des autres. Et donc, ce qui facilite à la fois la VAE et l'accès au financement CPF, puisque chaque bloc, comme on l'a vu, est éligible indépendamment. Ensuite, suite à la saisie du dossier, la CCP va étudier la demande selon 9 critères. Et à ces 9 critères sont associés des éléments de preuve qui doivent être fournis lors de la saisie du dossier. Donc, vous voyez, je vous laisse les découvrir, les 9 critères, et vous avez pour chaque critère en dessous l'élément de preuve qu'il faut apporter lors de la saisie du dossier. Tous ces éléments sont décrits et explicités dans les notes de France Compétences. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le RNCP, la CCP porte une attention particulière donc, sur l'adéquation de la certification avec les besoins du marché du travail et leur impact d'accès ou de retour à l'emploi. Ça, c'est vraiment le plus important, ce qu'il faut toujours avoir en tête. Et donc, cette preuve s'analyse sur la présentation du devenir professionnel de 2 promotions de titulaires réalisées préalablement au dépôt du dossier. Donc, il faut que vous fassiez un suivi de ces 2 promotions pour pouvoir démontrer que les titulaires donc, ont bien donc obtenu, ont été retenus sur un métier qui correspond à votre certification.
Alors, il existe une exception à cette règle, j'en ai déjà un peu parlé. La loi dispense de cette obligation de 2 promotions pour les métiers émergents ou en particulière évolution, pour répondre vraiment aux évolutions du marché de l'emploi. Et donc, c'est la fameuse liste des métiers émergents ou en particulière évolution. 2 listes ont déjà été publiées pour un total de 43 métiers. Et ces listes sont mises à disposition à la fois dans les documents, mais à la fois également directement dans la téléprocédure de demande d'enregistrement. Donc voilà globalement ce qu'est une demande d'enregistrement d'une certification au RNCP et le travail d'ingénierie pédagogique à réaliser pour sa construction. Ok Isabelle, donc maintenant, quelle est la procédure d'enregistrement au répertoire spécifique? Alors les étapes d'enregistrement au répertoire spécifique sont globalement les mêmes, à la différence, comme on l'a indiqué, qu'il ne s'agit pas de décrire un métier en entier, mais une activité complémentaire à un métier. Donc la procédure est un peu différente. Donc il faut d'abord dire qu'il existe 3 catégories de certifications au répertoire spécifique. Donc d'abord les certifications et habilitations obligatoires qui sont requises légalement ou réglementairement pour l'exercice d'un métier ou d'une activité, comme le CACES, les habilitations électriques, en fait tout ce genre de choses et qui sont enregistrées là de droit. Les certifications et habilitations qui portent sur des compétences transversales, qui relèvent d'une norme de marché ou d'un domaine spécifique. Là, on va retrouver toutes les certifications Microsoft, comme Excel. C'est une certification déposée par Microsoft. Le TOEIC, par exemple. Et puis, donc, les certifications et habilitations qui portent sur des compétences complémentaires à un métier, relatives à des techniques ou à des méthodes appliquées au métier ou dans un secteur d'activité. C'est là qu'on va retrouver le CLEA, la certification CLEA ou par exemple des fonctions de tuteur, de tutorat. Et c'est ces 2 dernières certifications qui demandent un avis favorable d'enregistrement de la CCP. Donc la demande d'enregistrement au RS se fait également donc via une procédure dédiée qui comporte la saisie en ligne d'un dossier et des différentes pièces requises. Là, pour le RS, l'enregistrement RS, le dossier ne comporte que 2 référentiels. Un référentiel de compétences pour identifier les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice de l'activité et un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des compétences acquises. Ensuite, la demande sera examinée selon 6 critères. Si on revient sur les 2 référentiels du RS, donc ici, il n'y a plus de référentiel d'activité, mais un référentiel lié aux compétences, donc qui va détailler les compétences de cette activité. Donc là, on n'a plus de bloc de compétences puisque ce sont toutes ces compétences qui vont constituer l'activité. Finalement, c'est un seul bloc, donc il n'y a plus besoin de découper en blocs de compétences. Et le référentiel d'évaluation va évaluer pour chaque compétence donc ces modalités, ces critères d'évaluation pour voir donc si les compétences ont bien été acquises. Et ensuite, suite à la saisie du dossier, la CCP va étudier la demande là donc selon 6 critères. Voilà, ces 6 critères qui sont associés, comme pour le RNCP, à des éléments de preuve qui doivent être fournis lors de la saisie du dossier. Donc, je vous laisse également les découvrir. Et donc, pour chaque critère, vous avez en dessous l'élément de preuve qu'il faut apporter. Pareil, tous ces éléments sont aussi décrits et explicités dans les notes de France Compétences relatives à l'enregistrement au RS. Pour le RS, là, l'exigence de la CCP, elle porte notamment sur l'adéquation des connaissances et des compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail. Toujours cette notion de besoin du marché du travail, il faut que ce soit une réalité. Et la prise en compte des contraintes légales et réglementaires, puisque là, on est sur une activité particulière. Voilà, pour l'ensemble du process pour le RS. Pour terminer et pour votre information, voici le process
de France Compétences pour une demande d'enregistrement dans l'un des deux répertoires. Vous voyez, suite au dépôt de la demande, donc il y a une vérification, une validation, et puis donc voilà, après évidemment l'avis peut être favorable ou défavorable. Là, on peut redéposer un dossier s'il est favorable. Ben, ça va jusque donc l'enregistrement et puis la publication JO. Pour votre information également, là, je vous propose une proposition de process de création de Valérie Elouin, qui est consultante senior en ingénierie et politique de formation à Centre Info, qui propose donc un process de création en 7 étapes. Alors, avec une première étape, d'abord de repérer des besoins avérés sur le marché du travail, donc en termes de compétences et métiers, de vérifier alors si la certification n'existe pas déjà, puisque dans ces cas-là, il y a un organisme qui est déjà propriétaire de la certification. Et là, donc, il vous faut vérifier sur le site de France Compétences. Et après, commencer déjà à formaliser les référentiels métiers compétences, de formaliser également donc les référentiels d'évaluation et regarder également les passerelles avec des certifications déjà existantes. Ensuite, il vous faut travailler sur le jury, la mise en place du jury. On va vous demander vraiment de décrire les étapes de votre jury pour vérifier donc bien que les critères d'évaluation donc seront bien pris en compte. Et puis, une fois que tout ça est déjà bien avancé, vous pouvez demander l'enregistrement de la certification sur le site dans l'un des deux répertoires nationaux. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation globale donc de ces process d'enregistrement. Donc le système de formation, Isabelle, est issu en partie de la réforme de 2018, mais j'imagine qu'il y a eu depuis des nouveautés, des actualités qui sont venues impacter la certification. Oui, Céline, tout d'abord, évidemment, la crise sanitaire est passée par là. Donc, des dispositions ont été prises dans le cadre des mesures d'urgence, donc notamment par l'ordonnance du 1er avril sur la formation professionnelle. Donc, peut-être, je ne sais pas si ça concerne certains d'entre vous, puisque l'ordonnance a reporté d'1 an l'échéance d'enregistrement des certifications ou habilitations au répertoire spécifique qui était recensé au 31 décembre 2018. Parce que dans le passage au nouveau système de certification, toutes les certifications qui étaient enregistrées à l'ancien inventaire sont passées dans le RS, mais doivent être réenregistrées donc à la fin de leur période. Et là, donc, l'échéance a été reportée d'1 an, donc jusqu'au 1er janvier 2022. Ensuite, il y a eu des modifications, des simplifications, on va dire plutôt, transitoires de la composition du jury de validation des acquis de l'expérience, notamment au niveau des jurys, donc une simplification sur au moins 2 membres présents. Donc là, pour ceux que ça intéresse, je les renvoie donc au texte. Donc, le public a-t-il aujourd'hui accès aux certifications enregistrées? Oui, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Céline, c'est une des dernières nouveautés pour rendre l'offre de certification plus lisible et accessible à tous. Donc la CCP a créé un moteur de recherche pour les deux répertoires que vous retrouvez sur le site de France Compétences. Et une recherche avancée permet d'entrer différents critères pour accéder aux certifications. Alors, quand je dis accéder aux certifications, on peut y accéder donc à l'ensemble de la fiche donc descriptive de chaque certification. Donc, vous avez accès aux informations, notamment sur les référentiels. Vous pouvez les regarder donc à titre de modèle et surtout, ça vous sert à rechercher les correspondances avec déjà des certifications existantes. Ok. Est-ce que, Isabelle, il y a d'autres nouveautés? Oui, Céline, il y a une dernière nouveauté donc qui est même très récente puisque c'est un décret du 2 avril
qui vient dater des modifications du cadre réglementaire des certifications professionnelles à compter du 1er septembre 2021. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous renvoie sur l'actu sur le site du C2RP, où nous avons donc décrit ces prochaines modifications. Mais globalement, le décret modifie notamment la composition des commissions, à la fois de la CCP, mais aussi des commissions professionnelles consultatives ministérielles, donc des 11 CPC, notamment pour mieux prendre en compte les situations de handicap. Donc, il va y avoir un membre désigné dont le rôle sera d'aider à la détermination de la bonne prise en compte de la problématique du handicap et notamment de l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Donc, modification de composition, mais également modification des critères et des missions de la CCP. Il y aura justement un nouveau critère dans les référentiels de compétences lié à la prise en compte des situations de handicap et de l'accessibilité. Un autre nouveau critère va être également mis en place pour renforcer la cohérence d'ensemble de la demande et l'absence de reproduction littérale de tout ou partie de contenu d'un référentiel existant. Puisque là, il y a eu 2 ans déjà de retour sur ces nouvelles créations et donc on s'est aperçu de certaines choses. Également, au niveau de la cohérence des correspondances, il va y avoir donc un regard plus formel sur les correspondances, notamment totales entre certifications ou de même niveau, des correspondances partielles entre un ou plusieurs blocs de compétences. Donc, il faudra vraiment vous renseigner sur les autres certifications pour voir s'il y a des correspondances avec la certification que vous souhaitez proposer. Ensuite, il y a eu des nouveautés sur l'augmentation des délais de réponse contradictoires, donc entre France Compétences et les organismes qui font des dépôts, et des renforcements sur les obligations d'information. Voilà, globalement, les nouveaux critères. Merci Isabelle pour toutes ces informations très claires. Pour finir, on va aller très vite, mais quels sont les documents incontournables dont on doit prendre connaissance avant de s'engager dans un processus de certification? Alors Céline, il y a tout d'abord donc les textes juridiques qui définissent le nouveau cadre et le nouveau système des certifications. Donc, outre la loi, il y a 5 grands textes fondateurs, on va dire, du nouveau système. Et plus précisément sur les certifications, il y en a 3 autres qui sont vraiment dédiés à la construction des certifications. Ensuite, pour aider les organismes, comme donc je l'ai souvent répété, donc France Compétences a publié un certain nombre de notes. Il faut vraiment les lire puisque toutes les informations et toutes les attendus de France Compétences sont vraiment bien décrites. Donc, vous avez les 5 dernières notes, mais également vous avez 5 notices d'aide pour les enregistrements. Et puis, auxquels s'ajoutent 2 guides méthodologiques, que France Compétences a ajouté, dont le dernier, qui est un guide des fameux métiers en évolution, voilà, que vous pouvez retrouver. Alors, nous également, nous avons un certain nombre de ressources qui sont disponibles sur le site du C2RP à ce sujet. Céline, est-ce que tu peux nous les présenter ? Oui, alors très vite, vous avez sur notre site un C2 dossier qui est consacré aux certifications professionnelles. Là, vous retrouverez l'ensemble des textes juridiques et des explications simples et concrètes sur tous les processus qu'on a vus jusque-là. Ensuite, vous avez une vidéo de présentation. Alors, cette vidéo, elle peut avoir un objectif de sensibiliser et d'informer les équipes. C'est une vidéo assez courte sur les certifications professionnelles. Donc, vos équipes en interne, ça peut être intéressant. Et après, à partir du moteur de recherche de notre site internet, en tapant certification professionnelle, vous allez avoir l'ensemble des actualités et des publications
qui ont été publiés sur le sujet récemment. Ensuite, vous avez très vite différents outils Cléor, un outil d'information sur les métiers. Et puis, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre newsletter C2Actu sur le site du C2RP. Et la chaîne YouTube aussi, où vous retrouverez l'ensemble des vidéos de présentation sur tous les sujets que nous avons traités. Voilà, peut-être qu'on va passer aux questions-réponses. Il y a quelques questions. Oui. Donc, il nous reste donc quelques instants. Je vous propose juste d'en prendre certaines. Mais de toute façon, nous allons réaliser un document, un question-réponse qui va vous être envoyé. Alors, peut-être une première sur combien de temps dure l'étude de dossier par France Compétences, Isabelle? Oui, donc aujourd'hui, on estime environ 4 mois donc le délai d'instruction, sachant que France Compétences et notamment la CCP travaillent à raccourcir ces délais. Mais il faut compter, voilà. Et puis, il peut y avoir, tout dépend évidemment de la certification, tout dépend de l'ensemble de ses composantes, mais il faut compter, voilà, un petit 4 mois, quoi. Une autre question, si un avis est défavorable, les compléments utiles à la certification sont-ils précisés? Oui, oui, oui. Donc, il y a France Compétences, donc la CCP notamment, vous envoie donc l'ensemble de ces remarques et pourquoi la certification doit soit être modifiée, soit été rejetée. Et dans ces cas-là, vous avez, donc je vous parlais des délais, donc dans le nouveau décret, il y a des délais qui sont été ajustés. Et donc vous pouvez donc, sauf s'il vous faut complètement redéposer un dossier, mais vous avez des échanges avec la commission avec les services d'instruction pour pouvoir modifier votre enregistrement. En fait, sur le site, votre enregistrement, donc vous avez un compte, vous devez vous créer un compte et votre dossier, vous avez toujours accès à votre dossier. Vous pouvez modifier votre dossier et revalider votre dossier complet. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait au fur et à mesure. Ok. Ensuite, une autre question par rapport au nouveau décret. Cela veut-il dire qu'il faudra attendre 5 ans si on n'enregistre rien avant le 1er janvier 2022? Alors, c'est-à-dire Est-ce que vous pourriez préciser, Madame ouais. Ouibo, votre question par rapport aux attentes? Là, en fait, nous sommes en attente, donc puisque comme très récent. c'est à partir, voilà, c'est très récent et ça sera qu'à partir donc de septembre pour le nouveau critère, notamment lié aux personnes en situation de handicap. Donc, on va avoir France Compétences et la commission va sortir très certainement assez vite donc des nouvelles notes pour préciser ce qu'elle souhaite et notamment pour ce nouveau critère, quels sont les éléments de preuve qu'il faut fournir donc à ce sujet. Donc non, vous pouvez tout à fait commencer un enregistrement et comme je vous disais, votre dossier, vous y avez accès à tout moment et vous pouvez le modifier à tout moment. Madame Ouibo précise, vous dites qu'il faut enregistrer avant le 1er janvier 2022, mais en 2022-2023, on peut faire des enregistrements ou il faut attendre encore 5 ans? Non, tu comprends la question? Il faut enregistrer, alors c'est parce que je la comprends pas bien, il faut enregistrer avant le 1er janvier 2022. Mais est-ce qu'en 2022-2023, on peut enregistrer des Alors nouvelles certifications? là, ce que je disais, peut-être c'est par rapport donc au texte, aux nouveautés. Ouais, c'est ça. Là, ce sont les enregistrements donc du registre spécifique qui avaient été c'était ceux de l'ancien inventaire qui avaient automatiquement été transférés dans le registre spécifique, mais donc elles doivent être réenregistrées parce que donc elles ont une durée de validité de 5 ans. Et donc là, ces anciennes certifications donc qui étaient passées directement dans le registre spécifique l'organisme qui les a des certificateurs doit devoir les redéposer.
hein, mais Ok. c'est déjà des certifications qui étaient préexistantes. Ok. Mais pour les nouvelles, vous pouvez… non, c'est… Ok. vous pouvez, On va y peut-être faire une refaire. dernière question. Oui, Certaines certifications ne sont pas encore découpées en blocs de compétences. Dans oui. ce cas, est-ce que les organismes de formation ne peuvent pas encore préparer une partie du métier visé? Alors là, je pense que ça vous fait référence plutôt à des certifications d'État, puisqu'il y a eu des certains délais, hein, pour pareil, les certifications qui existaient déjà dans le RNCP avant donc la réforme de 2018. Certains n'étaient pas découpés en blocs de compétences. Donc, il y a eu toute une procédure, notamment au niveau des ministères, pour travailler ces découpages et refaire des propositions. Certains ne sont pas encore découpés, donc c'est vrai que bon, il en reste peu, hein, qui n'ont pas encore été découpés en blocs de compétences. Mais donc on peut, du coup, on passe la certification comme elle a été enregistrée. Mais de toute façon, à terme, toutes les certifications du RNCP seront découpées en blocs de compétences. Ok, on va peut-être s'arrêter là sur les questions. On a juste une question. Le C2 dossier est bien disponible sur le site du C2RP. Donc ça, il n'y a Oui, pas de oui, souci, tout à vous pourrez fait. retrouver l'ensemble des éléments. Et Madame ensuite, Mercier, bonjour Madame Mercier, on va oui. vous envoyer le lien. Et ensuite, une dernière question. Il y en aura peut-être d'autres, hein, mais on vous enverra les réponses. On vous fera un Oui, petit question-réponse qu'on vous renverra suite au webinaire. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse que vous avez vue tout à l'heure, je crois. On vous la remettra tout à l'heure. Professionnalisation, si vous avez des questions particulières. oui. Là, de toute façon, on va laisser le webinaire ouvert. Vous pouvez continuer à poser vos questions. Et comme je vous l'indiquais, on va faire un document questions-réponses qu'on vous adressera. Parce que là, suite au webinaire, vous allez recevoir un mail avec un lien pour une fiche d'évaluation. On va travailler donc ce question-réponse et vous recevrez un second mail donc d'ici une dizaine de jours avec le replay du webinaire et avec le document question-réponse. Voilà, on va s'arrêter là parce qu'on a déjà dépassé un petit peu le temps. Ouais. Peut-être dire, Isabelle, qu'il y a un second webinaire qui est en cours de création. Voilà, hein, donc comme je vous disais, on souhaite faire un second webinaire avec un partage d'expérience. Donc, il y a un appel à témoignages en cours. Donc, n'hésitez pas si vous connaissez des organismes qui ont des certifications enregistrées et qui pourraient être intéressés pour un témoignage, n'hésitez pas à leur en faire part. Et donc, nous vous informerons de la date de ce second webinaire que vous allez retrouver sur le site de C2RP dans la rubrique Agenda et dans vous en serez informé dans notre newsletter, le C2 Actu. Voilà. Donc, la personne qui demandait le contact direct, vous pouvez nous écrire à professionnalisation@c2rp.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Voilà. On va vous laisser encore quelques instants le webinaire ouvert si vous avez encore des questions. Vous pouvez taper sur l'onglet questions. Voilà, Isabelle, je te laisse le mot de la fin. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis donc à bientôt pour un prochain webinaire. Et voilà, donc au revoir et à bientôt. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. Bonne journée.